Yo les mangeurs de livres. Alors, on est en plein cœur de l'été, il fait chaud, on transpire, et je me suis dit que, comme toutes les émissions, tous les podcasts littéraires en ce moment, je vais vous faire une petite émission spéciale conseil de lecture pour l'été. Petite émission estivale. Alors, je me suis posé dans ma bibliothèque, et en fait, je vais le faire à vue d'œil, quoi. Je vais me balader dedans, et à chaque fois que je vois un bouquin que j'estime être vraiment bon, à bouquiner pour l'été, je vous en parle. Ça vous va les gars? Les gars, les meufs, hein? Lecteur, lectrice, lectrice. Allez, on y va. Alors, je commence par le côté imaginaire, ok? On va commencer par la fantaisie. Alors, papapi, papapi, papapo. Ah. Alors, premier conseil, la trilogie de l'Empire brisé de Mark Lawrence. Alors ça, c'est disponible soit en 3 volumes différents, soit en un volume intégral en grand format. Moi, pendant longtemps, je les ai regardés de loin en me disant ah, ça doit être de la fantaisie encore, bateau. Parce que c'est sorti à un moment donné où il y avait vraiment, vraiment beaucoup de titres chez Bragelonne, en particulier et chez tous les éditeurs en général. Et je vous avoue que, comme je vous le dis souvent, pendant longtemps, j'ai regardé ça de loin. Comme d'hab, dans mes pérégrinations littéraires, la recherche de livres pas chers, un jour dans un lot, je suis tombé sur ça, et je me suis dit allons-y quand même. Et c'était une super, super, super surprise. Franchement, c'est un angle intéressant. Je vous fais le pitch. On a une carte au début, et comme son nom l'indique, en fait la carte de l'Europe, et même du monde, mais on le découvre au fur et à mesure, c'est ça aussi qui est bien, à chaque début des 3 ouvrages qui constitue le cycle, la carte évolue en fait, elle s'agrandit, on voit vraiment à la fin, on a une vue d'ensemble sur à peu près toute l'Europe et le nord de l'Afrique, et en gros, il lit post-apo et fantasy, hein, comme dans plein de cycles du moment. C'est-à-dire qu'il y a eu un cataclysme à un moment donné. Euh, les terres ont été un peu chamboulées, mais dans l'ensemble, ça reste à peu près reconnaissable. Bon, il y a une partie de la France qui est submergée, ainsi que des îles britanniques, une partie aussi de l'Espagne, je pense, mais on reconnaît un peu tout ça. Et en gros, dans ce qui reste de l'Europe, il y a un empire dont le siège est à Vienne, avec un empereur un peu fou, mais apparemment qui fonctionne un peu comme le Saint-Empire germain, parce que il y a un moment donné où tous les pères de l'Empire se réunissent et il y a peut-être moyen de destituer l'empereur. En tout cas, le héros du cycle, c'est une espèce de rejeton un peu bâtard d'un seigneur français, enfin de ce qu'est la France à ce moment-là. Et en fait, à l'âge de 12 ans, il se retrouve livré à lui-même. Et avec ses crocs et avec ses ongles, il va se faire une place dans une espèce d'équipe de voleurs, de mercenaires. Et il va essayer de récupérer le trône qui lui appartient, voire plus. Alors dit comme ça ressemble à plein d'histoires. Mais sincèrement, c'est vraiment bon. Donc voilà, l'Empire brisé, 3 volumes, ou alors en intégrale. C'était le premier truc que j'ai vu sur mon étagère. Dans le même monde, mais moi je l'ai pas encore lu, il y a une autre trilogie qui s'appelle La Reine Rouge. Pareil, ça se trouve soit en intégrale, soit en 3 volumes. Je l'ai, mais j'ai pas encore testé. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau dans ma bibliothèque qui ferait bien dans des conseils estivaux? Ah bah oui, j'ai l'intégrale Silo. Alors pareil, hein, vous l'avez soit en 3 volumes différents, soit en intégrale. Il y a Silo Origine, Silo et Silo Génération. Moi je vous avoue que pour l'instant j'ai lu que Silo. Alors pour ceux qui ont Apple TV, vous avez peut-être pu voir la série, qui pour une fois, sincèrement, moi je l'ai vue, est de très bonne facture et respecte quasiment point par point Silo, quoi, le Silo d'origine, quoi. Et moi, je me rappelle que pareil, c'était. Alors, notre ami Hugo Way qui a écrit cette trilogie. Pendant longtemps, je l'ai vu traîner sur les tables de Gibert ou de la Fnac. Et j'ai écouté un podcast une fois, il était invité, et en fait, ça m'a donné envie de le lire.
Parce que ce qui est marrant, c'est que ce mec, quand il a écrit Silo, il a tapé à toutes les portes de tous les éditeurs américains, parce que c'est un américain, et tout le monde l'achetait en l'air. Et à la base, c'était un mec qui faisait le skipper pour des grosses fortunes dans les Bahamas ou dans les Caraïbes ou en Polynésie. Et il s'est dit, bah tant pis, il voulait changer de vie, ça marchait pas. Il s'est dit qu'il allait l'auto-éditer sur le net, en gros, quoi, qu'il allait faire un blog. Et ça a tellement cartonné aux États-Unis que c'est les éditeurs qui sont venus gratter à sa porte. Et en fait, bien lui en a pris de passer par l'auto-édition, car même s'il est édité maintenant dans le monde entier, il a gardé le copyright en réalité, il a gardé les droits du bouquin. Donc, que ce soit là l'adaptation TV ou toutes les ventes, bah en fait pour une fois il se fait pas carotte par l'éditeur, quoi, c'est à lui. Donc à part ça, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est Silo, eh ben comme son nom l'indique, encore une fois, l'intrigue commence dans un silo géant, gigantesque, à plusieurs étages. On est dans un futur encore une fois post-apocalyptique. Apparemment, les seuls survivants de l'humanité résident dans ce silo. Alors comme d'habitude, hein, il y a une hiérarchie, c'est comme dans Snowpiercer par exemple. Tout en bas, c'est les mécanos et les prolos. Au milieu, on va dire que c'est l'administratif. Et en haut, bah, c'est la classe dirigeante. Et il y a un shérif. Et ça commence avec le fait que le shérif précédent, parce qu'il y a une seule règle dans le silo, c'est soit si on est condamné, soit si on exprime le souhait, on peut sortir du silo. Mais si on sort, ça veut dire qu'on va mourir. Et comme il y a une espèce de baie vitrée avec des caméras tout en haut, à chaque fois qu'il y a une condamnation comme ça, les gens du silo peuvent voir jusqu'à quel niveau le condamné arrive avant de s'effondrer, pour voir si c'est encore vivable ou pas à l'extérieur. Et l'héroïne de ce récit, pour une fois c'est une femme, bah en fait elle va prendre la place du shérif là qui est mort, elle va enquêter, elle va se rendre compte en fait que comme d'habitude, hein, il y a plein de choses qui sont cachées dans ce silo, et elle va se retrouver dehors. Donc je vous raconte pas la suite ni la fin, mais franchement c'est un niveau quand même assez bon de SF. Vraiment, surtout en post-apo comme ça là, c'est intelligent, c'est prenant, c'est un page turner, ça se lit vite, ça se mange sans faim. C'est fin, ça se mange sans faim, comme disait notre amateur de Klug. Donc voilà, un deuxième conseil de lecture. Qu'est-ce que je peux vous... Ah oui, ah, ouais, ouais. Juste en dessous. En fait là c'est le quatrième tome qui s'appelle Riposte, mais chez Brajlon, il y a un cycle qui s'appelle Le Bataillon Perdu. Et ils en ont sorti 4 en grand format et 3 en poche. Et je crois qu'il doit y avoir un volume double dans leur série spéciale qu'ils font quand c'est 10 ans, 10 euros là. Et c'est dommage en fait, parce que je crois qu'en américain il y a 9 volumes et ils en ont traduit que 4. Mais bon, en réalité, c'est pas très important parce que ils peuvent tous se lire indépendamment les uns des autres. Bien sûr, à chaque fois c'est une suite, mais moi par exemple, j'en ai lu que 2. Et c'est déjà pas mal. Et c'est super bon, pareil. Alors, William Forstchen, ce qui est intéressant chez ce mec-là, c'est que c'est un prof d'histoire à Harvard et spécialisé dans la guerre de sécession. Et moi, je suis tombé plein de fois sur des bouquins de lui en anglais sur la guerre de sécession. Apparemment, c'est une pointure aux États-Unis. Et il a aussi écrit, par exemple, une espèce de thriller technologique qui s'appelle ah, à une seconde près ou un truc comme ça. Il faudra que je vérifie. Et c'était sur le fait que un terroriste ou une nation ennemie pouvait envoyer une bombe nucléaire en haute atmosphère et que ça créerait une onde électromagnétique qui arrêterait en fait tout ce qui est électrique sur Terre et nous renverrait à l'âge de pierre. Et ce qui est marrant, c'est que pour vous dire que les congressmen américains lisent, en fait, quand certains gouverneurs ont lu ce bouquin, et il a été, vous savez, quand il y a des auditions au Congrès, bon, en fait, il a été auditionné au Congrès pour expliquer en fait ce phénomène. Et après ça, le gouvernement américain en fait a pris des mesures si jamais quelqu'un avait envie de leur balancer une EMP sur la tête. Donc c'est pas mal. Ça vous campe le personnage. Et donc pour ce qui est du régiment perdu, c'est fun en fait, c'est parce qu'il a pris toute sa science de la guerre de sécession. Et qu'est-ce que c'est le régiment perdu? Encore une fois, comme son nom l'indique, hein, à chaque fois ça va être mon gimmick. C'est un régiment de Yankees qui, à un moment donné, après une bataille importante là,
de la guerre de sécession, doit appareiller sur un vapeur là pour se sauver et aller sur un autre théâtre d'opération, et il passe à travers une brèche interdimensionnelle, et il se retrouve dans un monde complètement étranger, où les premières personnes qu'il rencontre sont des espèces de Russes médiévaux, qui ont peur et qui sont encore à l'état de servage, et avec des boyards là, qui les maîtrisent. Et insidieusement, en fait, petit à petit, ils se rendent compte que c'est peut-être pas les seuls sur ce monde, et qu'il y a peut-être plus dangereux que des Russes médiévaux. Je vous dis pas le reste, mais sincèrement, c'est une super histoire de fantasy. Et en même temps, c'est de la SF aussi. Quand on avance dans le récit, en fait, on se rend compte que c'est ce qu'on appelle la science fantasy. Et moi, je vous avoue que dans l'imaginaire, c'est le genre que je préfère, la science fantasy. On pourrait peut-être appeler ça aussi un planet opéra, parce qu'en réalité, après, on se rend compte que c'est peut-être pas tant une brèche dimensionnelle que intergalactique, quoi. C'est sur une autre planète. Donc, c'est dispo, soit en poche, comme je vous dis, il y en a trois, soit en grand format, mais en grand format, ils sont vraiment rares. Et le dernier, le 4, il est à des prix exorbitants sur le net. Bon, après, ça se trouve parfois en solde, hein. Les libraires de solde, ils sont pas forcément au courant de la cote des bouquins de SF. Mais testez, vous en aurez au moins 4 en français, et sinon, moi, comme je fais souvent, quand ça me plaît vraiment, bah, j'achète après sur Amazon en anglais, et ça, par contre, ça vaut vraiment rien. La SFFF en anglais, moi, plein de fois, j'achète des bouquins à 1 euro. Parce que, bon, tout le monde s'en fout de la SFFF. C'est pas comme nous en France, quoi. Il y en a partout dans le monde anglo-saxon, hein. Souvent, les frais de port ils coûtent plus cher que le bouquin, mais en gros, allez, on va dire, pour 3-4 euros, vous avez tout ce que vous voulez. À part si d'un seul coup il y a une hype sur le bouquin, mais ça il suffit d'attendre, ça revient. Donc ensuite, à côté de lui, il y a Cercle vicieux de Mike Carey. Alors Mike Carey, pareil, c'est un auteur que j'affectionne. Pourquoi? Parce que à la base c'est un auteur de comics. Alors il a travaillé, je crois, sur Constantine, vous savez, le Blazer là, chez Vertigo. Il a écrit Unwritten aussi, apparemment, et ça j'ai pas lu, mais tout le monde dit que c'est extraordinaire. Chez Marvel, la maison des idées, il a fait un run sur X-Men, ce qui est toujours bien de faire un run sur X-Men. Moi, mes X-Men, hein, depuis que je suis petit, c'est mes préférés, c'est mutant. Et un jour, en fait, en me baladant, je me rends compte que Brajlon, toujours eux, a édité 2 bouquins de Mike Carey, Cercle vicieux et La mort dans l'âme. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un mec qui s'appelle Castor, et en fait c'est un détective de l'étrange. Alors ça c'est un genre à part entière, le détective de l'étrange. Hein, c'est comme Karnaki, c'est comme John Silence. Je vous ferai des podcasts sur tous ces mecs-là. Je pense que même je vous ferai des podcasts sur tous les bouquins dont je vous parle là, mais bon. Et ce qui est fun, c'est que cet anglais est super talentueux. Il l'a prouvé dans tous ses runs de comics. Et là, pour une fois, parce que Brajlon, souvent dans les détectives de l'étrange et les trucs qu'ils ont édités au début, par exemple, il y a comment il s'appelle, attendez, je regarde vite fait, c'est au fond. Jim Butcher. Jim Butcher, les dossiers de Dresden. C'est eux qui l'ont édité. Et ça, c'est un carton intergalactique chez les anglo-saxons. Ça a moins bien marché en France. Mais pourquoi ça a moins bien marché en France? Parce que la traduction est à chier. Alors, autant parfois, Brajlon, ils engagent des pointures dans la traduction, autant parfois ils font n'importe quoi. Je vous l'ai dit par exemple pour La Roue du Temps, qui est le plus grand cycle de fantasy de tous les temps, si on enlève Tolkien, quoi. Et ben, ils l'ont repris quand ils ont fait l'intégrale, et malheureusement, ils ont pas repris la traduction qu'il y avait chez Pocket, Pygmalion, Fleuve Noir, tout ça, là. Ils ont voulu faire une traduction à eux, et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, et malheureusement, comme je le dis souvent à des potes, bah, personne ne lira plus La Roue du Temps en France, hein. Déjà que la série Amazon a définitivement tué ce cycle pour ceux qui ne le connaissaient pas. Et si jamais ils veulent s'y mettre et qu'ils voient les beaux bouquins Brajlon en disant waouh, super, il y a les 14 volumes, ou alors en poche là, bon, c'est affreux. Donc moi je conseille souvent de récupérer les vieux pockets. C'est une super trad. C'est une super trad, vraiment. Ils ont été jusqu'au 12, je crois, ou 11. Ah ouais, il reste les 3, parce qu'à la fin, c'est Sanderson qui a fini le cycle. Et après, sinon, de passer à l'anglais, parce que sinon, vous passez à côté d'un des meilleurs. Enfin, en High Fantasy, c'est le plus grand cycle. C'est mieux que le Trône de Fer, c'est mieux que tout ce que vous pensez.
Donc pour en revenir à Cercle Vicieux, donc pour une fois la trad elle est pas mal. Et donc ce détective de l'étrange, bah, comme son nom l'indique encore une fois, à chaque fois se retrouve mêlé à des enquêtes et la police fait appel à lui à Londres quand ça va trop loin dans le mystique et le fantastique. Et il y a une pointe d'humour. C'est vraiment, si parmi vous il y en a qui affectionnent l'écriture à l'anglaise, quoi, vraiment, eh ben c'est tout ce qu'il vous faut. Donc je vous redis, il y a deux titres, Cercle Vicieux et La Mort dans l'âme, et ça peut se lire indépendamment l'un de l'autre. De toute façon, comme pour le reste, et ils en ont traduit que deux, alors que le cycle, il y en a, je sais pas, 5 ou 6. Et en plus, ils ont même pas traduit le premier, Cercle Vicieux c'est le deuxième. Donc je vous dis, hein, vous pouvez rentrer dedans comme ça et ensuite en acheter à 1 ou 2 euros sur Amazon. Donc voilà, c'est encore un autre conseil. J'en suis où? J'en suis où? Euh, Ah bah oui, ah, là je suis obligé. Notre ami Liu Cixin. Vous savez qui c'est Liu Cixin? Le problème à trois corps. Le problème à trois corps. Alors ça, je vous avoue que depuis Dune, peut-être, ou Endymion, j'avais jamais lu, jamais lu un cycle de SF de ce calibre. Il m'a retourné. Et là, pour une fois, lui, c'était vraiment du hasard. Je voyais les bouquins souvent, et comme d'hab, un jour, il me passait dans les mains pour pas cher. J'ai commencé, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Alors lui aussi, là, il a été adapté sur Netflix. Là, j'ai même pas essayé parce que je sais très bien qu'ils arriveront jamais à faire une série du niveau du bouquin. Et en écoutant d'autres collègues de podcast bah, la conclusion elle est facile, hein. Tout le monde dit que si vous n'avez pas lu le bouquin, regardez pas la série, lisez le bouquin. Ça va tellement loin. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça commence pendant la révolution industrielle en Chine. Et ce qui est fort, c'est que, et justement, avec ce point de vue chinois, justement, parce que on est tellement habitué dans la SF au point de vue anglo-saxon, là vraiment. Et ce qui est fort, c'est que, en fait, donc il commence avec un récit là, qui se passe pendant la révolution industrielle, des élèves qui mettent à mort leur prof, qui le balancent aux autorités, quoi, à la fac. Et en fait, on rentre dedans, et peut-être pendant 40 ou 50 pages, c'est même pas de la SF. En fait, on suit l'aventure de ce prof et de sa fille. Et on oublie complètement qu'à la base on avait ouvert un livre de SF. Et ensuite, tout doucement, bah, ça commence. On se rend compte que. Je vous spoile pas, hein, parce que de toute façon il y a 3 volumes, mais c'est incroyable, ça va dans tous les sens. Et en fait, la fille de ce mec, elle devient astronome, il y a un radiotélescope qui capte un message, et elle fait l'erreur de propager ce message, alors qu'à la fin, le dernier message qu'elle reçoit, c'est surtout, ne propagez pas ce message, parce qu'on est vos ennemis, quoi. Et ce message est envoyé par une civilisation qui s'appelle Trisolaris. C'est un système solaire où il y a 3 étoiles. Et en fait, c'est infernal pour cette population. Et ils se rendent compte qu'il y a la Terre qui est, entre guillemets, pas trop loin. Et bah, ils vont essayer d'envahir la Terre, quoi. Sauf que, comme c'est de la hard science et qu'il essaye d'être, comment dirais-je, véridique scientifiquement, bah ça, ils vont pas venir tout de suite. Il n'y a pas d'hyperespace, il y a pas. Ils vont venir en, je sais pas, 200, 300, 400 ans. Mais ils arrivent à balancer leur conscience dans des jeux vidéo. Et ils arrivent à piloter des scientifiques sur Terre. Et donc tout doucement, bah, il y a une résistance qui se met en place. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Il y a tellement de concepts nouveaux qu'il met dans ce bouquin. Par exemple, le premier, c'est le premier le problème à trois corps. Le deuxième volume s'appelle La forêt sombre. Et là, la forêt sombre, c'est un coup de génie. Déjà, le concept de forêt sombre dans le livre, si vous lisez jusqu'au bout, bah donc, ça remet en question toute la science-fiction. Toute la science-fiction qui a existé jusqu'à maintenant. Et c'est pas genre, je dis pas ça euh, d'une manière légère, non. Il introduit un concept qui remet en cause toute la SF depuis toujours. Donc rien que ça déjà. Et je vous parle même pas du dernier, La mort immortelle. Là, justement pour les fans de comics, on arrive à un niveau de Galactus, quoi. Sans compter d'autres concepts, les saboteurs, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Je m'emballe parce que c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas lu un truc de ce niveau. Et c'est vrai là, c'est un niveau
Moi, je vous avoue, à part un ou deux journalistes que j'ai écoutés dans des podcasts, il n'y a qu'une seule personne que je connaisse qui a été jusqu'au bout. Je connais plein de collègues ou de mecs qui ont lu le premier. La plupart déjà, ils n'ont pas été jusqu'au bout du premier. Parce que c'est vrai, surtout dans le premier, on va dire les 50 dernières pages, et il met en place une espèce de concept scientifique qui est un peu ardu. Et c'est pas grave en réalité, c'est parce que il faut replacer ça justement dans le contexte de la trilogie. C'est rien, c'est 50 pages sur 1000. Et en fait, la plupart des gens ils lâchent à ce moment-là. Parce que voilà, c'est de la hard science. Et moi, je suis pas très fan de la hard science. Souvent, ça me gonfle. Des fois, je saute des pages. Mais là, en fait, c'est pas grave. Et c'est prenant quand même. Donc moi, je conseille souvent de faire l'effort de lire ces pages. C'est pas grave, c'est rien. Parce que après, la récompense, elle est astronomique. Donc, si vous avez le temps, justement là, l'été, on a le temps. Alors il y en a qui diront ouais, c'est pas très fun pour l'été. Mais non, des fois, il faut s'accorder justement un peu de mal de tête. Il faut s'accorder un petit peu de folie pure, de science-fictionnesque, pardon, chers auditeurs. Donc en tout cas, la trilogie de Ilo Sixin. Donc c'est Problème à trois corps, La forêt sombre, La mort immortelle. Si vous devez m'écouter sur un seul conseil, lisez ça. Ensuite. Ah, ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Je suis à l'étagère du dessous et j'ai un certain Tim Powers. Alors, Tim Powers, je vous raconte souvent le même genre d'anecdote, mais Tim Powers, en fait, depuis que j'ai l'âge de lire de la SF, je vois son nom. Et je vois des covers un peu bizarres, des titres, et je me suis toujours dit que c'était genre. Vous savez, la SF du début des années 80 qui était chiante, quoi. Quand il y avait le cyberpunk, justement. Et en fait, non, c'est le contraire. Parce que Tim Powers et son pote, je crois que c'est Kim Jeter, en fait, à l'époque où il sortait ses bouquins, un jour, un journaliste lui a posé la question à son pote, là, et lui ont demandé justement, parce qu'à l'époque c'était la mode du cyberpunk, et lui ont demandé est-ce que c'est du cyberpunk, et il a dit non, c'est du steampunk. Et en fait, en gros, lui et deux autres sont les inventeurs. Ils ont le copyright du genre steampunk. Et donc moi, donc, des années après, hein, ça doit faire, je sais pas, une dizaine d'années, encore Brajlon, encore eux, ils avaient sorti une belle édition des Voix d'Anubis, avec justement en cover. Vous savez maintenant, tout ce qui est steampunk, il y a un petit peu des dorures, des trucs. Moi ça n'a jamais été ma cam, hein, surtout maintenant qu'il y a de la romantaisie avec des dorures partout. Mais bon, on va dire au début, c'était vraiment que pour certains bouquins de steampunk un peu prestigieux. Bon bref, je l'ai eu pour pas cher, je l'ai pris, je l'ai lu, et je suis devenu ouf. Je me suis dit putain, je suis passé à côté d'un auteur incroyable pendant toutes ces années. Encore une fois avec mon snobisme de merde. Et c'est mortel. C'est une espèce de voyage dans le temps. À l'époque victorienne, là, il y a un prof de littérature anglaise qui se retrouve au moment qu'il étudie. Et il y a tout dedans. Il y a tout. Il y a une enquête, il y a une secte bizarre, il y a de la magie, le fait qu'il est perdu dans une autre époque, et le style de Tim Powers. En fait, c'est un grand Tim Powers. Et je me repens de ne pas l'avoir lu avant. Donc Tim Powers, les voix d'Anubis, pareil, il existe en poche, en grand format, en tout ce que vous voulez. Et maintenant, enfin moi, comme il a été édité de nombreuses fois, et qu'apparemment il a eu du succès pendant des années, donc c'est le genre d'auteur que vous trouvez facilement dans genre Boulinier par exemple pour les Parisiens, vraiment toutes les solderies là où il y a plein de bouquins à 1 euro, 2 euros. Et comme justement je vous le disais, la plupart des libraires qui ont des solderies, ils font pas du tout attention à ce qu'ils soldent. Euh, vous le trouverez pas cher. Et sinon, neuf, ça doit être 8 euros, hein, c'est pas très cher, en poche, je veux dire. La preuve d'ailleurs, une petite parenthèse, que les, euh, les soldeurs ils savent pas ce qu'ils soldent. Je viens de trouver, là, il y a 2 jours chez Boulinier, justement, un pont Anderson dont j'entends parler depuis que je lis de la science-fiction et qui avait jamais été traduit en France. C'est The Boat of Million Years. Et en fait, ce bouquin, chaque fois qu'on achète un Paul Anderson ou qu'on lit des articles sur lui, on nous dit qu'en fait c'est peut-être un de ses meilleurs bouquins et malheureusement il n'a jamais été édité. Et bah là, il était là, à 2 euros. Tout le monde s'en foutait. Au milieu d'autres livres de SF en français, quoi. Et j'adore ce genre d'erreur, là, entre guillemets. J'adore ça. Parce que pour les mangeurs de livres, pas tentés comme nous, là, on sait très bien qu'en réalité, à part si on est rentier ou qu'on est le fils du
président de Elf, là, un bouquin, un grand format, c'est 25-28 €. Un poche, aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 14 €. En réalité, c'est impossible. Pour un mec qui achète un bouquin par mois, ouais, à la limite, peut-être un par semaine, si il a un peu dosé. Mais pour des gens comme nous, qui achetons toujours confondus, qui lisons compulsivement, on peut pas acheter neuf, c'est pas possible. Une fois de temps en temps pour se faire plaisir, mais sinon il n'y a que les solderies, que Gibert, que le fait d'acheter des conneries en brocante et d'aller les refourguer justement à Gibert ou sur Momox pour avoir, ou Cultura pour avoir des bons d'achat avec 20% en plus et en racheter d'autres. Bref, c'était une petite parenthèse, mais bon voilà. Moi je vous conseille toujours, quasiment à chaque podcast, à part si c'est des choses que vous cherchez depuis des années ou que vous avez vraiment envie de lire et où vous voulez pas attendre. Ok, de temps en temps, même moi je le fais d'acheter neuf. Par exemple, un truc tout bête, là, il y a le numéro 6 de Sharakai là, qui est sorti, c'est un cycle de fantasy, ça fait des années qu'on attendait qu'il sorte. Je crois qu'il est à 28,9 €. Faut pas déconner, c'est un livre de fantasy. Un volume 6 d'un cycle de fantasy dont tout le monde se fout à part les connaisseurs de fantasy, quoi. Je veux dire, 28 €. Et pourtant j'étais en 100, et ben, je l'ai pas acheté. J'attends, je vais le trouver. Et puis de toute façon, j'ai acheté les autres en poche, donc j'attendrai que ça en poche. Bref, je m'égare. Donc les voix d'Anubis. Tim Powers, autre conseil. Ensuite. Ah, ouais. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors ça, pareil. J'avais aucune idée que ça existait. Et comme j'ai la bonne idée d'écouter des podcasts, hein, c'est bizarre, hein, je suis un fervent auditeur de podcasts. Un jour, j'écoute un podcast, peut-être que vous connaissez, c'est El Bakin, vous savez, le site numéro 1 en France de fantasy. Et je sais pas, ça fait 20 ans qu'ils font des podcasts. Et il n'y a rien à dire, hein, ils sont bons. Et ils font des prix, El Bakin chaque année et tout. Hein. Bref. Un jour, ils ont fait un spécial Robert Howard, et moi, Robert Howard, avec peut-être Edgar Rice Burroughs, c'est peut-être mes auteurs préférés du monde entier de l'histoire. Il y avait Patrice Louinet. Patrice Louinet, c'est un universitaire qui a fait une thèse sur la civilisation et la barbarie et qui est spécialiste de Robert Howard en France. Et c'est lui qui a été le directeur de collection chez Brajlon, encore une fois, de toute la collection Robert Howard, dont je vous parlerai. D'ailleurs, dont je vous parlerai sûrement dans le podcast là pour les conseils. Et qui a même écrit une bio de Robert Howard chez Helios. Bref, à la fin du podcast, un des intervenants lui pose la question, est-ce que il y a des héritiers de Robert Howard aujourd'hui? Est-ce que, d'après vous, il y a des gens qui écrivent comme lui? Et à un moment donné, il parle d'un mec qui s'appelle Scott Oden et qui a écrit, d'ailleurs, je me rappelais même pas de son nom, à l'auteur, je me rappelais du titre du livre, qui a écrit Le Lion du Caire. Il dit, ouais, avec Joe Abercrombie, c'est les deux les héritiers howardiens que, d'après moi, nanani, nana, enfin bref, un conseil quoi. Et je me dis, mais j'ai jamais entendu parler de ce mec, ça se trouve c'est écrit qu'en anglais et tout. Je regarde un petit peu sur internet, non, ça existe, Lion du Caire, Brajlon et tout. Mais pareil, c'est le genre de Brajlon qui est sorti 5 minutes, ils ont dû en vendre 3 et c'est fini, ça n'a jamais été réédité. Et pareil, là, ça doit être une spéciale Boulinier. Un jour, en sortant de Gibert, je me dis, parce que Boulinier, j'y vais pas tout le temps, des fois je me dis, ah. Et bref, je devais pas avoir ma dose de bouquins, je sors de chez Gibert et comme c'est sur le trottoir d'en face, je me dis, tiens, attends, on va aller chez Boulinier. Je descends au sous-sol et qu'est-ce que je vois sur une étagère perdue? Les gens, en plus, Boulinier, surtout à l'époque avant qu'ils déménagent là, bon c'est toujours au même endroit mais tant qu'ils étaient encore dans le bâtiment historique, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et au sous-sol là où il y avait le rayon de fantasy SF, des fois il fallait jouer des coudes quoi, il fallait se battre pour les bouquins. Mais en tout cas celui-là, les mecs passaient devant, les mecs, les meufs, ils regardaient mais apparemment personne ne connaissait. Et moi je le vois de loin, je vois la tranche, le Lion du Caire, et je me dis ah c'est ça putain, que personne ne le prenne. Bon, j'arrive à le prendre, hop je regarde, il est en bon état et tout, je rentre chez moi, je le commence. Et c'est vrai, c'est de la fantasy historique, en plus j'adore ça moi, l'historical fantasy, parce qu'en France on en a quasiment pas, ce sous-genre là de la fantasy. Et comme d'habitude avec une petite touche de magie, avec des djinns, avec une épée possédée par un démon et tout. Et je l'ai lu, je sais pas, en 3 jours, un truc comme ça. Et donc il avait raison, notre ami Louinet, c'est un bon. Ah, c'est pas pour rien qu'il est spécialiste d'Howard. Et donc il avait fait, il avait là, je suis perdu. Et donc, le Lion du Caire, c'était vraiment un bon conseil. Donc, je vous fais le même conseil.
lisez Le Lion du Caire. À côté du Lion du Caire, j'ai 3 bouquins des éditions Mnemos de Clark Ashton Smith. Alors Clark Ashton Smith, ça va parfaitement là comme transition, parce que comme je vous disais que Le Lion du Caire c'était un héritier de Robert Howard, un de ses contemporains et un de ses amis, et lui, Lovecraft et Clark Ashton Smith échangeaient par lettres régulièrement. Et ben donc Clark Ashton Smith c'était un contemporain de Robert Howard et pareil dans la fantasy, mais lui un peu plus mystique, un peu. Et pendant longtemps en France en fait on avait, je crois au Masque, un petit poche et malheureusement au Seuil je crois, il a écrit il y a un seul recueil de science-fiction parce que le reste c'est de la fantasy, mais de la science-fiction horrifique là comme Lovecraft, des mecs qui s'écrasent sur une planète. Et je suis dégoûté parce que je l'avais ce bouquin, j'ai commencé et je sais pas, je l'ai perdu dans un déménagement où je l'ai prêté, enfin bref, le truc qu'il fallait pas faire. En plus, déjà à l'époque, il était super cher, c'était un pote libraire qui me l'avait donné, mais sinon il valait genre 200 balles. Enfin bref, c'est pas grave. Il y avait celui-là au Seuil, sinon il y avait des Néo. Alors pour les plus anciens d'entre nous, vous connaissez cette collection mythique Néo, nouvelles éditions Oswald. J'en parlerai je ferai un podcast spécial sur les Néo. Et donc, c'était une collection spéciale fantastique où il y avait justement Robert Howard, C.S. Lewis, Clark Ashton Smith, Edmond Cooper, Abraham Merritt, Raggard, enfin, j'en passais des meilleurs. Bref, Mnemos, merci à vous, merci à eux. Ils ont sorti une intégrale en 3 volumes de Clark Ashton Smith. Il y a Zotique, Hyperborée, Poséidonis et Averroïne et Autre Monde. Alors là, comme vous voulez. Vous pouvez lire n'importe lequel des 3, lire les 3, en lire 2, enfin bref. C'est un monde à part, Clark Ashton Smith. C'est de la fantasy, comme je vous dis, un peu mystique, parfois un peu perché, mais ça ressemble beaucoup à Robert Howard, peut-être en un petit peu plus élaboré, en un peu plus poétique. D'ailleurs, c'est le seul qui n'est pas mort jeune dans le trio là, de Lovecraft, lui et Howard, et à un moment donné, il a même arrêté totalement d'écrire, il est devenu artiste, sculpteur, peintre, et lui, il est mort assez vieux. Et c'est un monde à part, c'est un univers vraiment original, Clark Ashton Smith. Donc je vous le recommande, pardon. Alors, on en est où? Après lui, ah oui, bon, c'est l'étagère Brajlon, donc croyez pas que je fasse de la pub pour eux, que je sois payé par eux, mais donc bon, à la limite là c'était Mnemos, là, pareil, c'est un must-have. Harry Harrison. Alors je sais bien que pour 99% des gens, ce nom ne rappelle rien, est totalement inconnu. Mais justement, pour des vieux baroudeurs de la SF comme moi, Harry Harrison, c'est celui qui a écrit Le Monde de la Mort, Death World. Et pendant des années, c'était un poche, Le Monde de la Mort, tout seul. Je crois qu'à un moment donné, on a eu le deuxième, mais je suis pas sûr. C'était en livre de poche ou j'ai lu, je crois. Ouais, les vieux j'ai lu avec les covers, avec les illustrateurs à la Frazetta. Là. Et donc, qui est Harry Harrison? Harry Harrison, bah, peut-être que vous avez vu Soleil Vert. Soleil Vert avec Charlton Heston. Bah, c'est lui qui a écrit le livre dont est tiré Soleil Vert. Mais son chef-d'œuvre, son must-have, c'est Death World. Et heureusement, au tout début de Brajlon, ils, à côté de leur collection de fantasy, etc., ils avaient fait une collection de SF. Mais par auteur en fait. Et ils faisaient des intégrales. Alors il y a eu Eric Frank Russell, dont je vais vous parler après, il y a eu Sprague de Caen, et il y a eu Harry Harrison, donc Death World. Et dans ce bouquin, enfin dans l'intégrale, parce que c'est un cycle avec 4 romans, peut-être une nouvelle. Et donc quand il est sorti, mais on est devenus fous, nous les vieux fans, on s'est jeté dessus, et en plus je crois que c'était une nouvelle trad, et pour une fois c'était bien. Mais je l'ai mangé à une vitesse, je l'ai dévoré, j'étais affamé. J'avais jeûné pendant des années et je l'ai eu. Sous la dent. Je lui ai fait un sort. Donc comme son nom l'indique, Death World, c'est quoi? Là pour le coup c'est un vrai planète opéra. C'est de la SF, intergalactique et tout. Euh, le héros c'est une espèce d'aventurier justement intergalactique. Et il se retrouve coincé sur la planète de la mort. C'est une planète où même la nature elle-même est meurtrière. Et il doit s'en sortir. Et donc on suit ses pérégrinations pendant tout le bouquin. C'est haletant, on devient fou, on n'en peut plus.
Et c'est le monde de la mort. En fait, ça a tellement bien marché aux États-Unis que c'est devenu un cycle. Et on a l'intégrale. Et ce qui est fort, en fait, c'est que, comme tout à l'heure, je vous parlais de la collection 10 ans, 10 euros, là, pour les. C'était quoi? Ouais, c'était pour le bataillon perdu. Et bah, pour Death World, là, à un moment donné, bah, donc au bout de 10 ans, ils ont ressorti donc l'intégrale des 4 pour 10 balles. Je suis tombé une fois dessus. Bon, alors, je vous avoue, c'est vrai, c'est un peu dur à trouver. Mais en tout cas, c'est trouvable. De toute façon, sur internet, c'est trouvable. Si vraiment vous avez envie, vous tapez Harry Harrison, vous le verrez. Je sais pas s'il y a une hype dessus ou s'il est rare et que. Parce que parfois ils s'emballent, hein, les vendeurs. Mais en tout cas, si c'est abordable, achetez-le. Achetez-le, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Vraiment. C'est de la SF de l'âge d'or. Enfin, non, peut-être pas de l'âge d'or, c'était peut-être déjà passé l'âge d'or, mais en tout cas, c'est du même niveau que l'âge d'or. Et c'est la vraie SF d'aventure, là, qui prend pas la tête. Bah, tout à l'heure, je vous parlais de Liu Cixin, bah, on pourrait dire que c'est l'antithèse, mais c'est aussi bon en fait. C'est aussi bon dans un autre genre. Et dans la même collection, et comme c'est à côté, je vous en parle, alors pareil, c'est un auteur que peu de gens connaissent aujourd'hui, malheureusement. C'est Eric Frank Russell. Alors, Eric Frank Russell, pareil, il a été édité au masque. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous ne devez pas connaître cette édition. C'est des poches noires avec une petite bande jaune sur le dos. Et pendant longtemps, ça a été une des plus grandes collections de SF en poche. Et ils ont édité vraiment beaucoup de. Bon, il y a à boire, à manger bien sûr, mais beaucoup de pointures. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont dû en éditer deux ou trois de Eric Frank Russell. Il y avait Gep et Plus X, je crois. Et sinon, il y avait un. Alors, pour encore les plus anciens qui connaissent, il y avait ce qu'on appelait la Pléiade de la SF. C'était la collection Opta CLA. C'était des beaux bouquins avec une jaquette, un rhodoïde et tout, qui était superbe. Pendant longtemps, ça a valu les yeux de la tête, et puis comme Néo, quoi. Puis maintenant, ça vaut plus rien parce que tout le monde s'en fout. Donc, il y avait aussi un Eric Frank Russell chez Opta. Mais bon, c'était vraiment pour les connaisseurs et pour les collectionneurs. En tout cas, Brajlon, à cette époque-là, avait fait du bon boulot et avait sorti l'intégrale. Et ce qui est fort, c'est qu'il y a vraiment tous les super bouquins d'Eric Frank Russell. Non, il y a Gep, Plus X, La Grande Explosion et Guerre aux Invisibles. Ouais, Guerre aux Invisibles, c'est le premier moi que j'ai lu, Guerre aux Invisibles. Donc voilà, excusez-moi, je me suis un peu arrêté en relisant le quatrième de couverture. Mais alors, si vous trouvez l'intégrale, achetez-la. Mais si vous les trouvez, parce qu'en poche, pareil, ça c'est pareil, je vous parlais de Boulinier tout à l'heure. Euh, les petits poches là, il y a Gep Plus X et Guerre aux Invisibles, ils ont été édités en poche. Et ça, vraiment, comme tout le monde s'en fout, vous pouvez les trouver à 50 centimes. Bah n'hésitez pas, si vous trouvez Eric Frank Russell, le nom de cet auteur, là, achetez les yeux fermés, ça vous coûtera pas cher et vous serez super content. Dans la même collection, et qui était édité pareil avant, au masque en 2 volumes, la saga de Zey. Alors, avant en poche ça s'appelait Zey et ensuite la main de Zey. Et ils l'ont sorti chez Brajlon en intégrale des deux là. Et c'est Lyon Sprague de Caen. Alors Lyon Sprague de Caen, moi je vous dirais pas que c'est un bon auteur. Parce que Lyon Sprague de Caen c'est un gros salopard. Pour justement les connaisseurs, c'est celui quand Robert Howard est mort justement, a récupéré les droits de Conan et a fait n'importe quoi. À mélanger des textes, à réécrire derrière, et il s'est auto-attribué l'œuvre de Conan, et avec son pote Lynn Carter, mais lui qui est un vrai auteur et qui était un peu plus moralement meilleur, quoi. En tout cas, pendant des années. Et c'est eux qui ont eu la main sur tout Sprague de Camp, sur Love Howard, en ce qui concerne Conan. Et c'est pour ça qu'il avait une image déplorable, qu'on avait l'impression que c'était juste un bourrin en slip en fourrure. Et ensuite en France, c'était super mal traduit. En tout cas, c'est vrai, hein, jusqu'à l'édition de Brajlon, on n'avait rien de bien en Conan en France. C'était toujours chez J'ai lu quoi, les trucs de Sprague de Caen. Donc, comme je vous dis, hein, il n'a pas hésité à réécrire dessus, à mélanger des œuvres, à faire n'importe quoi. Et même Patrice Luné en parlait, en fait, il avait vu en convention une fois, il avait essayé de récupérer des droits et ça s'était mal passé avec lui. Et en fait, comme il est mort pas longtemps après, c'est pour ça que ça peut être débloqué. Mais, comme même des salopards peuvent parfois avoir un coup de génie, eh ben, il a écrit la saga de Zey.
Zey et la main de Zey. Et en fait, à la base, c'était un fan de Edgar Rice Burroughs, comme nous tous, donc finalement, il est peut-être pas si mauvais que ça, parce que quand on aime Burroughs, ça veut dire qu'on a quand même un petit peu de merveilleux en soi. Et, eh ben, c'est merveilleux. Sincèrement, moi, pareil, hein, et là, ça fait vraiment longtemps, j'avais acheté. À l'époque, Bouligny, ça fermait à minuit, je me rappelle, ils avaient le bac à 1 € devant, et j'avais acheté Zey, comme ça, en me disant, je connais pas, j'avais lu derrière, je me dis, tiens, ça a l'air bien. Et je vous jure, je l'ai lu en 24 heures. Et j'avais vu hein, qu'il y avait la suite, La main de Zey, mais comme j'étais pas sûr, j'avais acheté que le 1. Et je suis reparti, je me rappelle, à fond, à 11 h du soir, le lendemain, en priant, en me disant, ah, pourvu qu'ils aient pas vendu le 2, quoi. Et je suis parti le lendemain, et j'ai récupéré le 2 à 11h30, genre, je l'ai acheté et je l'ai relu direct la nuit. Donc pour vous dire que c'est suffisamment rare, ça, pour expliquer que c'est vraiment bon. Donc, j'avoue que l'intégrale, elle est dure à trouver. À part peut-être sur le net. Moi, je vous dis, j'achète de moins en moins sur le net parce que bah, c'est cher souvent pour rien, quoi. Mais bon, quand on a envie d'acheter un truc, Amazon, hein, au moins vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Et sinon, ils existent au masque en 2 volumes. Et là, le masque, quand vous les trouvez, comme je vous dis, hein, vous pouvez même les acheter à 1 € les deux. Donc c'est pas mal. Continuons sur notre étagère Brajlon. David Gunn, Le Faucheur, l'intégrale. Alors pareil, c'est une intégrale, il y a 3 volumes normalement. Ils sont disponibles peut-être même en poche. En tout cas le 1, il doit être disponible en poche. Je vous avoue que sinon je ne crois pas les avoir vus les autres en poche. Sinon en grand format ils étaient disponibles pendant longtemps, longtemps. On les voyait dans tous les bouts, genre les rayons de Gibert, les trucs comme ça. Là. J'avoue que là, on les voit un peu moins. Et moi je vous conseille d'attraper l'intégrale. Parce qu'au moins vous lirez tout d'un coup. Et ça c'est du militaro-spatial, mais super fun. David Gunn, je pense qu'il a un passé militaire justement, genre dans la Royal Navy ou un truc comme ça, c'est un anglais. Et en gros, c'est un marine de l'espace. Et c'est pas un officier, c'est pas un super-héros, c'est un clampin, quoi. C'est un bilas de l'espace, mais dans un monde, enfin dans un univers incroyable, avec de la technologie de fou, avec des théâtres d'opération improbables. Et sur la couve, on a une tête de mort là. Bon, il s'appelle le Faucheur, hein, bon, vous avez compris. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est fun. Donc, le Faucheur, David Gunn. Allez, un autre. Bah, Princess Bride, les gars. Alors, comme vous tous, moi j'ai vu le film quand j'étais petit. Je l'ai revu quand j'étais grand. J'ai toujours trouvé ce film super fun. Et je vous avoue que je savais même pas que c'était tiré d'un bouquin. Et Brajlon, encore une fois, l'a édité, je sais pas, il y a une quinzaine d'années. Et bah, je l'ai pris, je l'ai lu, et il y avait une raison pour laquelle le film était bien. C'est bien. Je vous en dirai pas plus. Mais là, par contre, c'est vraiment de la littérature fun. Hein. C'est justement pour l'été. Mais c'est agréable à lire. Où en sommes-nous? Ça vous va pour l'instant? Je sais même pas combien j'en suis là de 43 minutes, mais ça fait super longtemps que j'ai pas fait un podcast de 43 minutes. Je suis fier de moi. On continue. Et ben juste en dessous, vous savez ce que j'ai? J'ai la collection Robert Howard chez Brajlon. Alors Robert Howard, je me suis promis de vous faire un vrai podcast dessus. Hein. Un vrai podcast avec sa biographie, ses influences, qui il a influencé, quel genre de bouquin il a écrit. Parce que pour moi, Robert Howard, c'est un maître. Pas seulement parce que il a écrit Conan. Hein. D'ailleurs, pour moi, Conan, c'est peut-être pas ce qu'il a écrit de mieux. Mais il est surtout connu pour ça. Et malheureusement, c'est comme Edgar Rice Burroughs. Quand on demande à quelqu'un est-ce que tu connais Robert Howard et il nous dit non, qu'est-ce qu'il a écrit? Généralement, par facilité, on dit Conan pour Howard ou Tarzan pour Burroughs. Et tout de suite, bah, la réaction de la personne en face, c'est ah ouais, les mecs en slip, en fourrure, quoi. Un mec en pagne et un mec en slip. Et en fait, c'est pas ça du tout. Parce que ce soit Conan ou que ce soit Tarzan, bon, il faut avouer que le Conan de John Milius, c'est un super film. Et je peux rien dire, c'est un bon film. Ça laisse transparaître une partie de ce qu'est Conan, mais pas totalement. Par contre, Tarzan, il n'y a jamais eu de film qui montrait ce qu'est Tarzan réellement. Déjà, moi, Tarzan, toi, Jane, Cheetah, ça n'existe pas. Bien sûr, Jane existe, mais
Tarzan d'ailleurs j'en parlerai après quand je vous parlais de Burroughs, mais en tout cas pour en revenir à Robert Howard, malheureusement c'est un auteur qui est mort très jeune. Il est né en 1906, il est mort en 1936, donc il est mort à 30 ans. Donc très courte carrière, il s'est suicidé quand sa mère est morte. Et moi j'ai toujours pensé que si il n'avait pas commis cet acte malheureux, il serait devenu un très 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 grand de la littérature américaine, au même titre qu'un Jack London par exemple. Parce que déjà il a un vrai talent de conteur. Mais vraiment, pas. C'est un des rares auteurs que, je l'ai dit dans un autre podcast, qui vous entraîne à la première phrase d'un livre. Deuxièmement, c'était un auteur qui, malgré le fait qu'il vivait à Cross Plains, Texas, et je sais pas si vous avez vu ce que c'est. Enfin, moi, en regardant des reportages et des photos sur enfin, c'est le trou du cul du Texas qui lui-même est le trou du cul de l'Amérique, dans les années 30. Il avait réussi à se forger une érudition sur l'histoire, sur l'Antiquité, sur les peuples perdus, sur... C'était incroyable. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je sais plus qui, comme Lovecraft s'est tombé dans le domaine public, il y a du Lovecraft partout, et il y a un éditeur qui a sorti les lettres de Lovecraft. Et d'ailleurs, moi, pendant longtemps, à un moment, j'en avais en anglais. Je voulais avoir juste les lettres justement qu'il échangeait avec Howard et Smith, parce que c'est trois auteurs que j'aime bien. Et d'ailleurs, on voit ça. On voit que tous avaient une érudition incroyable pour l'époque. Et donc, à part Conan, il a écrit par exemple Elborak. Elborak, c'est l'histoire d'un aventurier en Asie centrale, genre en Afghanistan et tout ça. C'est un occidental qui a pris un nom arabe. Et là, pareil, on voit sa connaissance du Moyen-Orient et du monde musulman de l'époque. C'est incroyable. Il a écrit Solomon Kane, pour ceux qui malheureusement ont vu le film qui n'a rien à voir. L'histoire d'un puritain anglo-saxon qui, qui combat l'injustice. Il a écrit un de mes préférés, Bran MacMorn, un guerrier picte à l'époque romaine, qui sait très bien que c'est le crépuscule de son peuple, mais qui continue à se battre. Et il a écrit ce que peut-être je préfère, Kull, le conquérant, qui est un ancêtre de Bran MacMorn, et qui a existé avant Conan. Et sinon, il a écrit plein de nouvelles, plein de nouvelles. Par exemple, il a écrit Almuric. Almuric, c'est un bouquin de science-fiction. Hein, c'est comme genre John Carter, un mec qui se retrouve sur une autre planète et à qui il arrive plein d'aventures. Et donc chez Brajlon, ils ont sorti une collection quasi complète. Il n'y a que les récits de Box, je crois, qu'ils n'ont pas édité, mais sinon ils ont édité donc l'intégrale de Kull. Donc à chaque fois, souvent c'est des nouvelles ou des novellas ensemble. L'intégrale de Conan en 3 volumes, l'intégrale de Bran MacMorn, l'intégrale de Solomon Kane, d'Elborak et d'Almuric. Ensuite, ils ont fait des recueils de nouvelles où dedans il y a des nouvelles hallucinantes, hallucinantes, hallucinantes. Il y a Agnès de Chastillon, il y a par exemple Sonia la Rouge là aussi, là, vous savez, Red Sonia qu'on voit dans Calidor, avec pareil notre ami Schwarzy. Parce qu'à la base, Red Sonia c'est un personnage d'Howard, pareil, qui a rien à voir avec une meuf à la Conan, hein, c'est sur les remparts de Vienne pendant l'invasion turque. Mais bon, c'est une breteuse, une guerrière. Donc il y a aussi un volume donc, qui s'appelle Agnès la Noire, sur Agnès de Chastillon, qui est pareil, une espèce de Sonia la Rouge. Donc plein de, ah de nouvelles. Il y a les Seigneurs de Samarcande, il y a les Dieux de Balsagoth. Ça c'est plus le côté euh, nouvelle horrifique à la Lovecraft, parce que justement ils se répondaient à travers leurs écrits. Et les Ombres de Canaan. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 volumes euh, dans l'intégrale d'Howard chez Brajlon. Et je crois que les Conan sont sortis en poche chez plein d'éditeurs différents. Mais sinon, par contre, ça c'est trouvable. Hein. C'est trouvable souvent. En tout cas, par exemple, à Gibert, en tout cas, c'est trouvable. Et ça, bah, je suis obligé de vous le recommander parce que c'est un de mes auteurs préférés. Tout genre confondu, c'est un de mes auteurs préférés. J'ai jamais rien lu de mauvais de Robert Howard. Alors bien sûr, parfois il y a des choses qui nous plaisent moins. Moi, comme je vous dis par exemple Conan, alors attention, hein, c'est très bon Conan, mais je veux dire, comparé à d'autres héros de son œuvre, je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux malgré le fait que ce soit le plus connu. Mais sinon, même à un moment donné, par exemple, je me rappelle, il y avait chez Neo un volume qui s'appelait Vulmea, le pirate noir. Alors je me suis dit, mais, ouais, sérieusement encore.
je l'avais acheté parce que j'étais un fan d'Howard et je m'étais dit, bah, quand même, je vais le lire. Et ben, je vous jure que malgré le fait que j'y allais en traînant des sabots, il m'a eu avec une phrase. Une phrase, la première phrase. Et je l'ai lu d'une traite, le bouquin. Il a ce don de conteur que très 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 peu d'auteurs ont. Ça veut pas dire qu'il y a, enfin, je veux dire, il y a des auteurs qui sont bons, hein, mais il y a des auteurs, il faut vraiment qu'ils construisent le récit, il faut passer par du world building, que sais-je encore. Là, non. Lui, il vous entraîne directement. Donc, quel que soit le livre de Robert Howard qui vous tombe entre les mains, faites-vous un devoir de le lire. Après, vous pourrez toujours dire que ça vous plaît pas, mais en tout cas, si vous mangez des livres, si vous êtes des vrais mangeurs de livres, mangez du Robert Howard. Ça vous fera vivre plus vieux. Ensuite, continuons dans l'étagère de fantasy. Alors, là pareil, un truc, comme je dis souvent, hein, je me répète, euh, pendant longtemps je pensais que les auteurs français étaient mauvais, que ce soit en SF ou en fantasy. Et un des premiers qui m'a fait changer d'avis, c'est Jacques Martel, avec Le Sacrifice du guerrier. C'est chez Mnemos et c'est en 2 volumes. Alors, malgré le fait que ce soit un peu vieux, je sais pas, ça doit avoir une quinzaine d'années, je pense, bah, ça se trouve quand même, hein. Si vous avez l'habitude de farfouiller, ça se trouve. Et c'est super fort, c'est dans un monde des steppes, c'est une espèce de Gengis Khan-like, avec une touche de magie, de fantasy, avec quelques dieux parmi les hommes, on va dire. Et c'est l'histoire d'un conquérant qui va essayer d'unir les tribus, comme d'habitude. Et c'est vraiment bon. Vraiment, vraiment, vraiment bon. Et à ma plus grande surprise. Donc, perdez-vous dans les steppes avec Jacques Martel. Ensuite, bon, bah, je suis obligé de vous parler de Tarzan parce que c'est en dessous. Donc, Tarzan. Alors, Tarzan, bon, déjà, il faut les trouver. L'avantage, c'est que Omnibus, les éditions Omnibus, ont sorti un omnibus avec les 6 premiers tomes. Alors, comme souvent, hein, dans ce genre j'allais dire, de série, voilà, cherchez le mot. Parce que je crois qu'en tout, il y en a 26 des Tarzan. Bon, même moi, j'ai pas lu les 26. Mais par exemple, les 6 premiers, là, c'est si vous avez que cela à lire, bah, c'est amplement suffisant, mais c'est exceptionnel. Et comme souvent dans l'œuvre de Burroughs, les 3 premiers, en fait, ça forme une seule histoire. Et là, par contre, je vous jure que vous ne dormirez pas. Le meilleur compliment qu'on puisse faire à un auteur, c'est le fait de dire que bah, il nous laisse pas dormir. Et bien Burroughs, que ce soit Tarzan ou son cycle de John Carter of Mars, ne faites pas attention à cette bouse immonde qu'est le film Disney. Et ben, moi, il m'a jamais laissé dormir. Et je vous avoue que le cycle de Tarzan, le cycle de John Carter of Mars et le cycle de Carson Napier, le cycle de Vénus, c'est des chefs-d'œuvre éternels de la science-fiction. Moi, avec Howard, c'est mes 2 auteurs préférés de l'histoire de l'humanité. C'est des mecs qui ont le son de son founder, qui vous laissent pas dormir. Et moi, comme je dis toujours, souvent en tant que vieux fan de comics, si par exemple votre enfant commence à lire des comics et lire des auteurs comme Burroughs ou Howard, l'avantage c'est que en fait il aura un code de valeurs morales et de principes pour toute sa vie. Parce que c'est toujours le même genre d'histoire. C'est comme lire du Superman ou du X-Men. C'est le bien doit triompher, on doit pas tuer, on doit aider le plus faible que soi, l'amour triomphe toujours. Et ben, c'est fantastique, les gars, quand c'est bien écrit comme ça. Et il a écrit ça en. Je crois que le cycle de Mars c'est 1912 et Tarzan ça doit être 1914. Et c'est ça qui est incroyable. Ok, avant lui, il y avait peut-être H.G. Wells, mais bon, ils n'étaient pas nombreux déjà avant lui. Et c'est un mec qui a tout inventé. D'ailleurs, je connais personne à qui j'ai conseillé Burroughs qui m'a dit non, non, c'est tout pourri, c'est vieux, c'est daté. Ou alors, faut vraiment pas avoir, justement, de sens du merveilleux en soi et d'aimer juste des séries de France 2 ou des polars claqués, mais bon. Non, c'est vraiment bon. En fait, si vous devez ne retenir qu'un seul conseil dans ce podcast, lisez Edgar Rice Burroughs et Robert Howard. Votre vie sera changée pour toujours. Et alors, ça fait 54 minutes. Bon, on va dire qu'on va faire partie 1, partie 2 alors.
fin du podcast partie 1 des conseils estivales. Et peut-être même que je ferai partie 3, partie 4, parce qu'il y en a encore plein en fait, je me rends compte. Bah, j'espère que je vous ai pas rendu fou, et que il y aura au moins un ou deux conseils que vous suivrez, chers amis, mangeurs de livres. En tout cas, j'adore moi vous faire partager ma passion des bouquins. J'espère que vous trouvez votre compte vous aussi. À bientôt.